Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le Crepsi, PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et bonjour, soyez les bienvenus sur RCN en direct de l'émission Full Santé Mentale. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en direct de la Maison de l'Année avec nos partenaires et je présente et je salue très chaleureusement quelqu'un que je suis très heureux de retrouver, mon Basile. Comment vas-tu, Basile ? Ça va très bien, merci. Quel plaisir de te retrouver après plusieurs mois où on n'a pas trop eu l'occasion de retravailler, de refaire cette émission, mais ça y est, c'est le retour de l'émission Full Santé Mentale sur RCN. Très content de te retrouver en tout cas. Merci, moi aussi. Avec nous autour de la table pour démarrer cette émission, on va être pendant 3 quarts d'heure au domaine de l'année en direct, puisqu'aujourd'hui c'est la journée des ateliers du rétablissement en santé mentale. Belle journée. Et pour nous accompagner, je vais accueillir nos invités, à commencer par Jean-Philippe Cavrois. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Philippe, vous êtes depuis 2 ans délégué général de la Fédération Santé Mentale France, mais avant, un parcours que vous nous raconterez dans quelques instants. Avec nous également, nous avons le plaisir d'accueillir la docteure, je dis là ou le docteur, qu'est-ce que vous préférez ? Comme vous voulez. Comme on veut, la docteure du coup, Sandrine Chauffardet. Vous êtes psychiatre praticien, je vais y arriver, hospitalier à Lepsanne, à Brumath, c'est en Alsace. C'est ça. Eh ben, bienvenue chez nous en Lorraine, de l'autre côté de la frontière, comme on dit. Et vous êtes directrice au sein de l'association Anim Home, dont on va parler dans quelques instants également. Animal Home, c'est ça. Animal Home, pardon. Bah voilà, c'est moi qui ai mal lu, comme toujours, évidemment. Et puis le docteur David Masson, qui va nous accompagner aussi tout au long de l'émission. Vous êtes psychiatre au centre psychothérapique de Nancy. Voilà, vos fonctions. Alors, vous êtes responsable médical du département de réhabilitation psychosociale et du centre référent de réhabilitation, merci, psychosocial. Je dois dire le Cure Lorraine. Cure Lorraine, tout à fait. Très bien. Et donc, vous travaillez aussi à la vulgarisation de la psychiatrie, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Parfait. On est parti pour donc 3 quarts d'heure et je me tourne vers vous maintenant, Jean-Philippe Cavrois. Volontairement, je n'ai pas raconté tout votre parcours. Vous êtes ici l'un des organisateurs de cette journée. Oui, tout à fait. Est-ce que d'abord, avant de parler de la journée, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur qui vous êtes ? Je crois que vous avez déjà travaillé pas mal dans le privé et puis voilà, il y a une évolution aussi de votre parcours qui vous amène ici aujourd'hui. Oui, moi j'ai travaillé en entreprise auparavant pendant presque 20 ans. Sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le propos du jour, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis après, j'ai décidé d'aller travailler dans le milieu associatif. Donc je travaille dans le commerce équitable. Et puis depuis une bonne dizaine d'années, maintenant je suis dans l'univers de la santé mentale, qui est un univers très intéressant parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Oui, alors c'est effectivement pour nous, dans cette émission, l'une des thématiques principales, c'est de rappeler aux gens que la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Effectivement, on parle beaucoup de la santé physique, on oublie souvent la santé mentale, et puis on pourra y revenir parce qu'on le voit notamment dans la présentation qui est faite de cette journée, que le confinement, notamment, le Covid, ça a fait prendre conscience peut-être de cette notion de santé mentale qu'on est tous concernés. On a tous une santé mentale. Docteur, je me tourne vers vous. Tout à fait. On a tous une santé mentale qu'on doit faire en sorte de prendre soin au mieux. Bon, et c'est un peu le but de cette journée. La journée, aujourd'hui, s'appelle les ateliers du rétablissement en santé mentale. Alors d'abord, d'une part, je disais en préparant l'émission, je suis très heureux qu'on pose le mot de rétablissement, puisque depuis 1 an qu'on fait cette émission Full Santé Mentale, on a beaucoup parlé de ce qui fait la vie en santé mentale, de comment on prend sa vie en main aussi, mais on n'a jamais posé le mot. Pourquoi c'est important de poser ce mot rétablissement en santé mentale ? C'est essentiel parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire que on ne soigne pas des maladies, ou on n'accompagne pas des maladies, on accompagne des personnes. Voilà, donc au cœur de cette idée de rétablissement, c'est la personne. Et deuxièmement, de se dire que un problème de santé mentale ou un trouble psychique, c'est quelque chose de lourd, de difficile et qui peut durer. Voilà, donc on ne parle pas de guérison, même si ça c'est possible, mais on parle de rétablissement. Et rétablissement, moi j'aime bien dire, mais il y aura d'autres définitions, mais c'est dire comment est-ce que je peux vivre au mieux avec tout ce que je suis, y compris cette partie de moi-même qui est peut-être un trouble psychique ou une fragilité de santé mentale. Comment je peux vivre au mieux, comment je peux avoir une vie épanouie, de citoyen à part entière, en gérant cette partie de moi qui peut être une fragilité, qui peut être aussi une maladie, voilà, un trouble psychique plus grave. Vous avez raison, on reviendra tout à l'heure sur cette notion de rétablissement en santé mentale, je crois avec vous, docteur Masson, vous nous expliquerez un petit peu comment on peut poser des mots peut-être scientifiques ou médicaux là-dessus, mais on le voit dans cette journée qui est organisée où il y a énormément d'ateliers, beaucoup de retours d'expérience aussi. C'est presque à se poser même la question de savoir est-ce que finalement l'affaire du rétablissement en santé mentale, c'est pas l'affaire de chacun, est-ce que chacun finalement a pas sa solution? C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que le rétablissement, c'est aussi un cheminement. Voilà, comment est-ce que j'apprends à gérer les problèmes
de santé, mes fragilités. Voilà. Et en fait, ça, bien sûr, ça touche toutes les dimensions de votre vie. Et donc, ça demande pour une personne concernée, ça demande que ça soit elle qui prenne les choses en main, si elle le peut, et qu'elle se fasse accompagner. Elle peut se faire accompagner de soignants, et heureusement, les soignants sont là, ils ont un rôle essentiel dans bien des cas. Mais aussi, ils sont accompagnés de personnes qui les aident à retrouver une vie sociale, qui les aident à retourner dans la société, prendre des responsabilités dans l'emploi. Voilà. Après, ce qui est intéressant, et c'est le but de ces ateliers, c'est que chacun, alors soit des dispositifs, des structures, soit des personnes elles-mêmes puissent témoigner comment moi, je m'y suis pris. J'ai bénéficié de telle et telle aide, telle association qui m'a aidé ou autre, telle personne qui m'a soigné de cette manière. Voilà. Et c'est le but de la journée. La journée, c'est de dire, est-ce qu'on peut échanger les pratiques, les expériences, et est-ce qu'on peut s'inspirer de l'expérience de l'autre ? On a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. C'est ce qui est intéressant, je trouve, dans cette journée, c'est qu'il y a énormément d'ateliers. On va peut-être en dire un mot sur au moins quelques-uns de ces ateliers, mais tout tourne autour de la parole. C'est vrai, on se rend compte que ce que chacun va pouvoir nous apporter sur ces solutions, c'est ce qui permet à chacun de se construire. Quelques mots sur les ateliers, peut-être ? Oui, les ateliers. Alors en fait, c'est intéressant parce que c'est une démarche qui a été initiée par la Fédération Santé Mentale France en partenariat avec la Fondation de France. Et la Fondation de France avait fait un atelier auparavant, et il y avait eu 2 ateliers sur le Grand Est qui s'appelaient « Parlons Psy ». L'idée là, c'est de dire, bon, on peut parler, maintenant ce qui est important, c'est d'agir. Et là, la part belle est faite aujourd'hui aux pratiques, aux expériences, aux témoignages, et on dit concrètement comment on fait. Comment on fait pour s'en sortir, comment on fait pour avancer, comment on fait pour se réinsérer, avec l'aide de qui, etc. Et donc on est dans l'action, on est dans le... Voilà. D'où le mot d'atelier d'ailleurs. On construit ensemble, on s'échange. Et l'idée d'avancer, on est dans des solutions aujourd'hui. Alors les solutions, elles ne sont pas que dans la parole partagée. Il y a aussi, j'ai vu, des ateliers de théâtre, il y a des pratiques théâtrales, c'est ça. J'ai vu qu'il y a des pratiques sportives, il y a plein d'autres choses aussi autour, justement pour être vraiment dans l'action, c'est ça le but. Mais oui, on est dans l'action, et aussi on s'intéresse à toutes les dimensions de la vie. Encore une fois, c'est essentiel. Pourquoi on va mieux ? Alors, c'est peut-être pas moi qui suis le mieux placé pour le dire, mais on peut tous s'y projeter. C'est-à-dire que c'est quand je m'occupe de mon environnement, de mes proches, des dimensions de mon physique, tout simplement. Comment aussi s'occuper de... c'est quoi le sens de ma vie ? Réfléchir, peut-être avoir la question de la spiritualité. Comment est-ce que c'est quoi mon projet de vie aussi familial ? Tout ça, ce sont des sujets qui aident au fait d'aller mieux et de se rétablir. Voilà. Ce n'est pas qu'une question de médicaments. Ce n'est pas qu'une question non plus de je travaille pas. Non, c'est beaucoup plus riche que ça. Et l'ensemble participe à ce fameux rétablissement. On pourra voir ou faire de la bande dessinée, des arts plastiques, de la photographie notamment. J'ai vu des expos aussi qu'on peut visiter sur le site tout au long de la journée. Et puis des stands, beaucoup de partenaires aussi. Oui, beaucoup de partenaires. Je voulais aussi dire que moi, ce qui m'a frappé, alors j'ai une expérience aussi d'aide à la réinsertion. Ce qui me frappe le plus, c'est que ces maladies et les conséquences de ces maladies génèrent vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de perte de confiance en soi. Et du coup, le travail, par exemple, sportif, artistique, d'échange, le lien social, permet de retrouver la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle arrive parce qu'on fait les choses, on les refait, on les refait, parce que les autres portent un regard sur vous, qui vous donne confiance en vous. Voilà. Et c'est tout ça qui doit passer dans la journée. Avec les solutions qui seront apportées par ceux qui y participent. Et bien justement, on va passer du côté solution cette fois-ci, si vous le voulez bien, le temps d'une petite virgule. Full Santé Mentale sur RCN. Et on est avec vous donc, docteur Sandrine Chauffardet. Je le disais, vous êtes psychiatre, praticien à l'hôpital de l'Epsan à Brumat, c'est ça. C'est ça. Et vous êtes surtout directrice de l'association Animal Home. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette association ? Vous êtes présente donc aujourd'hui sur cette journée du rétablissement en santé mentale. Je crois savoir que, évidemment, Animal Home, on aura bien compris qu'il y a une notion d'animal dedans et vous allez nous en dire un mot aussi, mais qu'il y a aussi plusieurs actions que vous menez pour permettre d'accompagner effectivement au rétablissement.
Oui. Alors l'association a été créée en 2015 en fait, et effectivement a démarré par des activités de médiation par l'animal. C'est pour ça qu'elle a ce nom. Avec en point de mire de créer d'autres dispositifs directs, dont le deuxième axe d'activité qui est le DARIC, dont on va parler un peu plus précisément. Oui. Et puis plus l'année d'après encore Bird, qui intervient toujours au profit de personnes en situation de handicap psychique, mais là au domicile pour faire des travaux, des déménagements, de l'accompagnement pour essayer de maintenir les personnes dans les meilleures conditions au domicile. L'association, elle est présente partout en France ? Ah non. Non, vous aimeriez ? Oui, ce serait bien. Je pense que ce serait utile à plein de gens, mais non, elle est très localisée, elle est dans le Bas-Rhin. D'accord. Mais peut-être l'occasion justement de venir la présenter ici aujourd'hui pour que d'autres s'en saisissent. Tout à fait. Vous vouliez qu'on parle plus précisément du dispositif d'accompagnement au rétablissement et à l'insertion dans la cité, le fameux DARIC. C'est quoi ? Dites-nous-en un peu plus, parce que là, c'est des mots, c'est des acronymes, mais je pense qu'il y a derrière une vraie action et c'est bien qu'on en sache un peu plus. Alors, le DARIC, en fait, est toujours axé sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, des personnes adultes qui sont stabilisées, même si elles peuvent avoir des symptômes résiduels, et qui sont demandeuses, en fait, d'une entrée dans leur projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une prescription, c'est vraiment une demande de leur part parce qu'elles ont un projet d'insertion. Et ensuite, on fonctionne autour de deux axes principaux. Le premier étant un suivi individualisé de projet, sur lequel je reviendrai, et pour le deuxième, un certain nombre d'ateliers qu'on va proposer aux personnes. Là encore, c'est une proposition, puisque les personnes qui intègrent le DARIC choisissent les activités qu'elles veulent faire, elles construisent elles-mêmes leur propre planning. Donc le suivi individualisé de projet va nous permettre de faire une évaluation fonctionnelle au départ, et ensuite d'élaborer, et puis de construire pas à pas le projet d'insertion des personnes qu'on accompagne, sous forme d'entretien mensuel, plus si c'est nécessaire. Par contre, au niveau des ateliers, donc on a plusieurs types d'ateliers. Je dirais que les plus importants sont les ateliers de remobilisation. Donc on a un atelier de remobilisation autour du maraîchage, on a un atelier conception bois, je ne vais pas tous les citer parce que ça n'aurait pas forcément de sens. On a aussi un atelier sport, parce qu'on parlait tout à l'heure d'activités sportives. Qui ont chacun des objectifs spécifiques, mais qui sont de toute façon tous destinés à la reprise d'une activité régulière, à une montée en puissance progressive avec une récupération fonctionnelle et surtout une reprise de confiance en soi progressive aussi. C'est important, cette notion-là. On l'a bien compris depuis le début de cette émission. La reprise en confiance en soi, c'est vachement important. Oui, parce que très souvent, c'est des gens qui sont tombés malades. Alors, à un moment donné de leur vie, X ou Y, mais pour certains, ils n'ont pas pu finir des études qu'ils avaient choisi de faire, ou ils étaient dans un travail et puis ça s'est interrompu. Donc, il y a vraiment une perte. Et puis, il y en a qui n'ont pas travaillé depuis des années quand ils arrivent chez nous. Et du coup, reprendre une activité professionnelle, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Après, on a des ateliers qu'on a appelés information débat, c'est un peu pompeux, mais qui sont des ateliers pour apporter de l'information en termes d'insertion, dans lequel on travaille avec nos partenaires, donc le CIMOT, le Cap Emploi, qui interviennent au sein de cet atelier. Et puis pour l'atelier d'éducation de promotion à la santé, on va traiter de l'ensemble des thématiques en santé hors psychiatrie, puisque ce n'est pas là notre but. Et là, on fait intervenir des professionnels dont c'est le métier. Donc, par exemple, les sapeurs-pompiers qui viennent pour des gestes de premier secours, ça peut quand même être utile. Oui, bien sûr. Donc, ils interviennent dans le cadre de cet atelier. Et puis, donc, depuis peu, en fait, puisqu'il y a un projet en parallèle de centre de proximité aussi, à proximité de l'association, justement, on travaille en collaboration, en fait, avec l'hôpital de jour qui est sur le même secteur que celui où on est implanté. Et donc, on a mis en commun en fait toute la partie qui va intervenir sur la remédiation cognitive, qui est un champ important aussi dans les possibilités d'insertion des personnes et les habiletés sociales. Et puis les derniers ateliers qu'on peut proposer en fait sont des ateliers qui sont vraiment directement à l'insertion dans la cité pour la déstigmatisation des personnes qui viennent, puisque pour donner un exemple précis comme ça donne une image. Notre atelier de maraîchage, par exemple, va nous permettre
évidemment d'avoir une récolte à la fin. Et cette récolte, elle est vendue par nos bénéficiaires au marché de la ville de Brumat. Donc ils tiennent un stand tous les mercredis. Ou alors en direct à la ferme ou sous forme de panier hebdo. Donc on a comme ça, ils ont une place sur le marché. On a aujourd'hui une vraie clientèle qui les connaît, qui les a repérés. Et ça, je trouve que c'est important qu'ils puissent être comme ça installés sur Brumat. Alors il y a cet atelier-là. On fait aussi on participe aussi au marché de Noël avec des produits qui sont plus du produit maraîcher, mais des produits qui sont faits à l'atelier bois. Voilà. Donc le DARIC en lui-même n'a pas forcément une vocation d'insertion professionnelle. Il a vraiment une vocation d'accompagner la récupération fonctionnelle, redonner un rythme de vie. C'est vrai qu'on demande aux gens d'être là sur des ateliers qui durent 3 heures, de travailler pendant 3 heures, d'arriver à l'heure, parce qu'après, quand on va faire du maraîchage, on part en voiture et l'équipe est partie, ils ne sont plus là. Donc on va travailler à ça, à leur redonner un rythme de vie, à leur redonner une utilité sociale, une utilité dans ce qu'ils font. Et on a une équipe qui est pour moitié composée d'usagers rétablis, donc nos encadrants. On a un moniteur technique d'insertion, on a un maraîcher qui sont des personnes usagères de la psychiatrie rétablies. Et ça, c'est une force supplémentaire parce qu'elle permet en fait aux personnes quelque part de s'identifier dans un espoir de pouvoir pour eux aussi avoir quelque chose qui se mette en place. On n'est plus dans l'échange de savoir expérientiel, on est vraiment plus dans la reprise de l'espoir de pouvoir se construire un avenir personnel et un propre projet de vie. On vient de voir un parcours bien complet, Dr Masson, pour accompagner au rétablissement en santé mentale. Donc là, je me tourne vers vous maintenant. D'abord, est-ce qu'on pourrait remettre quelques mots pour expliquer c'est quoi le rétablissement en santé mentale ? C'est une excellente question, effectivement. On parle beaucoup du mot rétablissement. C'est d'ailleurs le thème de la journée, qu'on voulait le préciser. C'est un mot complexe parce que ça regroupe beaucoup de définitions différentes en fonction de qui l'utilise. Pour vous donner un exemple, jusqu'à il y a peu, le rétablissement, dans le langage médical, c'était équivalent à la guérison. C'est-à-dire le fait qu'il y a une maladie, il y a des symptômes, on donne les traitements pour soigner les symptômes, et si les symptômes disparaissent, les patients sont guéris, et donc il est rétabli. Et en fait, on s'est rendu compte, dans nos observations, mais aussi par rapport au retour des personnes concernées et de leur famille, que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien se rétablir des symptômes, donc les rémissions cliniques, mais en même temps, pas forcément trouver un sens à sa vie, à se dire, est-ce que c'est possible d'aller mieux, de me sentir bien dans la vie que je mène ? Et de se resociabiliser aussi. J'entendais dans les propos de votre consoeur il y a quelques instants, vous parlez de déstigmatisation. J'avais plutôt l'impression d'entendre dans votre bouche le mot de resociabilisation quand vous disiez on va sur le marché de Brumat, on va vendre les produits des maraîchers, on va sur le marché de Noël. C'est aussi quelque part, je retourne vers l'autre, je me réexpose dans la société ? Oui, tout à fait. Alors pour remettre effectivement en perspective, les troubles psychiques, on sait aujourd'hui, c'est 13 millions de Français. Donc on est quand même sur une population importante, sans compter les personnes concernées, qu'on parle des familles. Sur ces 13 millions, il y en a à peu près 600 000 qui ont une schizophrénie, 1% de la population. Donc concrètement, lorsqu'on sort, on va en ville, on va faire des courses, on tombe sur des personnes qui ont cette maladie. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'on peut se rétablir de cette maladie. C'est-à-dire, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 50% à 75% des personnes atteintes de schizophrénie qui peuvent espérer se rétablir. Et quand on parle de rétablissement, il faut bien prendre en compte 4 dimensions qui ont été décrites dans les exemples qui ont été apportés auparavant par Dr Chauffardet et Jean-Philippe. Il y a 4 dimensions importantes, ce qu'on appelle le rétablissement clinique, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire en sorte que les symptômes soient moins présents, moins gênants. Par exemple, on peut utiliser les médicaments, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les psychothérapies qui peuvent être proposées au niveau des soins. Il y a l'aspect du rétablissement fonctionnel, c'est-à-dire le fait de pouvoir reprendre confiance dans ses propres capacités et ressources, parce que des ressources, il y en a toujours. Tout le monde a des ressources qu'ils peuvent solliciter. Dr Chauffardet parlait par exemple de la remédiation cognitive, on devrait schématiser, c'est une forme de kinésithérapie cérébrale. Beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques ont des problèmes cognitifs, par exemple des problèmes de mémoire, ou des problèmes d'attention, d'organisation, qui peuvent avoir des impacts directs sur l'insertion professionnelle. Par exemple, si on a un poste, il faut arriver à l'heure, on a tant de tâches à réaliser, sur tant de temps, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, ça peut s'entraîner, ça aussi. Et puis il y a les dimensions de rétablissement social, c'est-à-dire l'insertion dans la communauté, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à la citoyenneté de manière générale. C'est-à-dire qu'est-ce que la société offre
à une population qui atteint notamment de troubles psychiques. Et là, on voit que l'enjeu, il dépasse largement les soins. C'est une question de comment la société ou les élus, de manière générale, peut proposer des actions pour favoriser ça. Et puis, un élément central, c'est ce qu'on appelle le rétablissement personnel. Et ça, c'est un chemin personnel, individuel, c'est un processus, en fait, que la personne suit au cours de sa vie, qui comporte différents aspects. L'acceptation d'un trouble, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'évident. Non, on a souvent eu des invités, d'ailleurs, qui nous disaient que c'était la première étape dans la guérison, c'est d'accepter déjà qu'on a un trouble. Voilà, et quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne coule pas de source, qui ne s'impose pas, qui est un chemin très personnel, et je pense qu'on aura par la suite des témoignages sur cet aspect-là. Mais on a aussi la question de restaurer l'espoir, que ça peut aller mieux. On parlait de l'estime de soi, par exemple, tout à l'heure. Des personnes atteintes de troubles psychiques, souvent, ont rencontré pas mal d'échecs, et de ce fait-là, ils se sentent incapables de faire les choses parce que, justement, ils disent « je suis malade, donc je ne suis pas capable de faire ». Donc, un des enjeux, c'est de pouvoir restaurer ça, et puis surtout de redonner ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, l'empowerment, qui permet aux personnes de reprendre le cours de leur vie, de décider ce qui est bon pour eux. C'est les gens qui savent. Oui, c'est ça. C'est une démarche très personnelle, c'est ce que je disais au début de l'émission, finalement. Voilà. Et nous, en tant que professionnels, je pense que quelque chose qui est important et qui change en psychiatrie, en tout cas, c'est quelque chose que je promeus, c'est l'aspect que nous, on est là pour accompagner ce mouvement-là. Les gens peuvent avoir besoin de nous à un moment donné sur un certain aspect, par exemple sur les médicaments, comment... C'est notre travail de pouvoir évaluer ça, mais il est important à partir du moment où on accompagne ce processus-là et je dirais qu'on est au service de la personne et de ses souhaits. Et quelque chose d'important, c'est qu'on sait que les souhaits des personnes atteintes de troubles psychiques, c'est comme la population générale. Hein. C'est avoir une famille, avoir des amis, pouvoir, pourquoi pas avoir une vie professionnelle. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, pour beaucoup, avoir un sentiment d'utilité sociale. C'est-à-dire, j'ai une place, je peux amener quelque chose et je suis important. Dans un instant, on va mettre un peu du concret dans tout ça. Alors, je ne dis pas que c'est pas concret ce que vous nous dites, mais on a envie d'entendre le témoignage de personnes qui ont vécu ça aussi, qui ont vécu ce chemin vers le rétablissement. Le temps peut-être pour nous d'écouter Orelsan et Angèle sur RCN, et on revient juste après. On parle rétablissement en santé mentale jusque 13h15. Bienvenue à vous, j'espère que tout va bien chez vous. Toujours en direct du domaine de l'année pour une émission spéciale Full Santé Mentale en direct. Full Santé Mentale sur RCN. Et avec nous, autour de la table, alors toujours Basile, mon acolyte du CREPSI et de Espoir 54. C'est ça. Voilà, et puis nous on rejoint avec le docteur Masson déjà présent et la docteure Sandrine Chauffardet, je vais y arriver, les noms, mais excusez-moi, j'ai toujours du mal avec les noms, donc faut pas m'en vouloir. Nous on rejoint, et on est très heureux, Sébastien Breton, bonjour à vous. Bonjour. Dans un instant, on va parler plus en détail avec vous. On a également Julien Naoum qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis enfin, Charles Nécole. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous également. Voilà, on va vous présenter au fur et à mesure de cet entretien, de cette émission. Je voudrais qu'on se tourne vers vous, Sébastien Breton. Oui. Vous êtes alors vice-président national en charge du territoire APHPP. C'est quoi ? C'est l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Très bien. Et puis vous êtes aussi conseiller municipal à la ville d'Aubernais. Décidément, l'Alsace est nombreuse en Lorraine aujourd'hui. Je suis originaire de Meurthe-et-Moselle, de Longwy, mais voilà, j'ai migré en Alsace. C'est pas un mauvais choix non plus. Non, du tout. C'est un très bon choix. Bon, dites-nous un petit peu, racontez-nous, parce que je crois que, si j'ai bien compris, vous-même, vous avez vécu un parcours de rétablissement. Un parcours de rétablissement. Je suis moi-même atteint de troubles psychiques, ce qui ne se voit pas. Et donc, on peut dire quel trouble ou pas ? Oui, alors c'est lié, on va dire, c'est lié plus burn-out ou dépression, voilà, dépression récurrente, car la dépression fait partie des troubles psychiques et souvent... On ne le pense pas, et donc c'est arrivé il y a bientôt 8-9 ans, donc en 2014. Donc je vivais en Alsace, à Schiltigheim. J'étais en préparation des concours des métiers de la santé pour devenir infirmier. Et j'ai fait comme une décompensation psychique liée, on va dire, à un médicament, enfin pour l'acné, qui a accentué cette décompensation. Je devais être sur un terrain, je pense, dépressif à l'époque. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais plus rien faire, quoi que ce soit, de moi-même. Déménagement en urgence, reparti vivre chez ses parents. À l'âge de 27 ans, RSA, médicaments. Ensuite, j'ai dû faire une demande de dossier MDPH, et c'est là qu'on a dit que j'étais en situation de handicap psychique, et là, ça a été un coup de tonnerre, parce que je ne comprenais pas forcément. Pour moi, je n'étais pas en situation de handicap psychique, donc orientation vers Espoir 54. Donc rétablissement par le biais d'Espoir 54 du côté donc tout ce qui est suivi professionnel.
rétablissement en santé mentale, donc avec psychiatre, médicaments. Pardon, je veux revenir sur un mot que vous avez dit. Pour vous, c'était un séisme. Oui, ça a été un séisme pour moi. Ça a été un coup de tonnerre parce que je me rappelle du médecin de la MDPH. Elle m'a présenté le document. Elle me dit, vous êtes en situation de handicap psychique. Et là, séisme. Il y a tout qui s'écroule. Et j'ai même, après, je ne veux pas cacher, j'ai même pleuré. Oui, je veux bien croire, je veux bien imaginer. Mais alors du coup, quand on passe du séisme, vous allez directement au rétablissement, mais j'imagine qu'il y a des étapes avant de passer au rétablissement. Ah oui, le rétablissement, avant, il y a déjà l'acceptation de la maladie. Et encore, ça fait depuis peut-être 1 an ou 2 que j'ai accepté ma situation de handicap. D'accord. Avec l'aide de séances d'hypnose. Voilà, donc peut-être inconsciemment avant, je ne l'acceptais pas forcément, ou je ne voulais pas l'accepter. Donc je l'ai accepté depuis peu. Et vous pouvez dire que c'est à partir de ce moment-là, justement, que vous vous êtes dit, maintenant, je veux aller vers le rétablissement, je veux reprendre les choses en main. Ça fait depuis 2014-2015, quand j'ai commencé à me soigner, que là, je voulais reprendre les choses en main. Donc j'ai repris les choses en main. Je me suis réinséré par le biais d'activités bénévolat, associatif. J'ai été membre de l'équipe consultative du RSA du territoire de Longwy. J'ai travaillé à Pôle emploi, Longwy. J'étais agent d'accueil, conseiller Pôle emploi. Donc je me suis réinséré. J'ai passé le concours dans une administration où je suis parti en Alsace. Et là, je me suis engagé pour la cause du handicap parce que l'engagement m'a beaucoup aidé dans mon rétablissement en tant que com. Et donc, je suis devenu correspondant de Meurthe-et-Moselle sur Strasbourg, de l'association, après correspondant régional du Grand Est. J'ai été nommé vice-président national l'année dernière au vu de mes engagements. Et je suis aussi élu à la ville de l'Aubernet en Alsace. Je suis aussi conseiller municipal. Donc, ça veut dire qu'on peut être conseiller municipal. C'est ça. On peut être engagé, avoir un trouble psychique, mais ça a été quand même une étape longue parce que je ne suis pas arrivé là comme par hasard. Je veux dire, ça a été un long travail sur soi-même, d'acceptation de soi. On parle aussi, donc il faut faire aussi des activités sportives. Moi, je conseille de faire du yoga, c'est ce que je pratique. Le yoga est une très bonne chose, mais le rétablissement prend énormément de temps et la confiance en soi est très importante. Ouais. Et on s'en rend compte, la confiance en soi. Il faut la travailler, ça se travaille. On peut la reprendre. On peut la récupérer, mais elle est fragile, la confiance en soi. Full Santé Mentale sur RCN. Et je me tourne vers vous, donc Julien Naoum. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous. Vous venez aujourd'hui pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de cigogne ». Tout à fait. Et puis, dans le titre aussi, il y a « Un trouble bipolaire s'est invité dans ma vie ». Ah. Donc, pourquoi je parle de ça? Bien sûr, donc j'ai été diagnostiqué atteint de troubles bipolaires il y a 15 ans. Ouais. Donc actuellement, j'ai 39 ans. Et en fait, à travers ce livre, j'ai souhaité faire mieux connaître ce qu'est la maladie au plus grand nombre. Et en conséquence, par le partage de mon expérience de la vie avec cette maladie. Et il y a aussi un focus sur les périodes d'hospitalisation. Je pense qu'on peut faire un petit point sur ce que c'est que les troubles bipolaires. Alors c'est toujours intéressant effectivement parce que les gens ont l'impression de savoir et finalement on se rend compte qu'on ne sait pas du tout. Comment vous parle sous couvert du oui, alors en même temps c'est intéressant d'avoir votre lecture à vous du trouble bipolaire parce que on peut avoir effectivement la lecture scientifique des médecins, mais vous comment vous le décririez cette maladie? Donc moi je suis assez convaincu de ce qui se dit dans la littérature actuellement, à savoir que c'est des troubles psychiques de l'humeur qui sont caractérisés par une succession de phases pathologiques et non pathologiques. Et dans les phases pathologiques, en fait, il y a 2 types de phases. Il y a les phases d'exaltation, on appelle ça des états maniaques, on a un sentiment de toute puissance, énormément d'énergie, un certain nombre de symptômes, et des phases de dépression, classiquement comme des dépressions unipolaires. Et c'est à ça que fait référence le terme bipolaire, aux 2 phases pathologiques. Mais il y a aussi des phases de rémission où on est entre guillemets normal. Il faut savoir en fait qu'il y a 1 à 2% de la population qui est atteinte de troubles bipolaires. En France, ça représente à peu près 1 million. Oui, alors on peut discuter entre 600 000 et 1,5 million, on n'aura pas de chiffre, mais ça donne un ordre de grandeur. Ouais. Et en fait, en moyenne aujourd'hui, il faut 10 ans pour poser un diagnostic de trouble bipolaire. Du fait que la psychiatrie, en fait, c'est la seule branche de la médecine qui n'a pas d'outil de diagnostic concret. On ne peut pas vous diagnostiquer qu'un résultat de prise de sang ou un scanner du cerveau. C'est exact. Et du coup, ça implique que les gens, souvent, sont dans le déni. Je l'ai été, on vous dit, vous avez ça. Ou, d'ailleurs, c'est un sujet de comment on annonce un diagnostic à un patient. Et le problème, en fait, c'est que sans prendre de bons traitements, les personnes atteintes de troubles bipolaires qui ne sont pas traitées décèdent par suicide dans une proportion de 20%. Ce qui fait que leur espérance de vie est réduite de 10 ans. Du coup, moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer d'en parler au plus grand nombre pour pouvoir
identifier des symptômes et dire tiens, là ça va pas, c'est pathologique. C'est pas juste des sauts d'humeur, je vais bien, ensuite je suis triste. Non, c'est une vraie maladie qui nécessite un suivi particulier. D'où l'ouvrage que vous avez écrit. Voilà, pour entre guillemets dire moi j'ai mes impressions, mais à côté il y a des termes, il y a une sémantique spécifique à la médecine pour décrire des comportements. Si vous avez énormément d'idées, on va dire que vous faites de la tachypsychie. Vous passez du coq à l'âne, vous n'arrêtez pas de parler, on va dire que vous avez un discours logorique ou sublogorique. Quand on n'est pas familier de ça, on ne se dit pas, on dit ah bah c'est quelqu'un qui est très vif d'idées, très bien, il se prononce. Non. Et il y a des symptômes vraiment dangereux parce que quand on dort que 2 heures par nuit, au bout de quelques jours, ça commence à être compliqué. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité restituer dans mon livre mon témoignage des différentes hospitalisations. J'ai été hospitalisé 5 fois entre 2008 et 2021, et souvent aussi en service fermé, donc ça c'est aussi encore une spécificité. Du coup, j'ai passé 4 mois en hôpital psychiatrique, quoi. Donc, et aujourd'hui, de commun accord, enfin entre guillemets, avec mon psychiatre, je suis rétabli. Alors voilà, j'allais vous poser la question, vous en êtes où et vous voyez où dans ce parcours-là aujourd'hui? Donc vous voyez rétabli aujourd'hui, hein. Oui, en effet, je suis rétabli, et donc il y a, en effet, on l'a dit avant, mais je veux dire même avant d'accepter la maladie, il faut l'identifier. Si on ne sait pas contre quoi on se bat, on peut pas. Et ensuite, ce qui est très important pour moi, c'est que on n'est pas bipolaire, on est atteint d'un trouble bipolaire, ce qui fait qu'on peut combattre la maladie sans se combattre soi-même. Comme à un enfant, on lui dit pas tu es méchant, on va lui dire tu as un comportement méchant là, et on peut changer le comportement. C'est pareil. Donc c'est pas une fatalité, et aujourd'hui il y a tout un arsenal thérapeutique pour le faire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire aussi sur l'hygiène de vie, hein, donc sommeil régulier, limitation des toxiques, drogue, alcool, les jeux, enfin on peut même dire les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est excessif n'est pas bon pour la santé mentale, et ça d'ailleurs ça s'adresse à tout le monde et pas uniquement aux personnes qui sont malades. Et l'autre chose qu'on discutait un petit peu avant, c'est la spiritualité, pour moi, qui est essentielle. Aujourd'hui, même si on est une société entre guillemets savante, on sait beaucoup de choses, on sait démontrer, prouver, faire preuve un peu d'humilité et se dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, et que peut-être les troubles psychiques c'est une maladie de l'âme, et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Et moi, ce qui m'aide énormément, c'est la foi. Et ça, la foi, c'est un don qu'on peut aller chercher, mais qu'on peut recevoir. Et pour moi, qui contribue à ma stabilité. Et le point d'attention, c'est que, attention, parce qu'en phase pathologique, notamment en phase maniaque, on peut tendre vers du mysticisme. Donc ça, il faut faire attention avec ça. Mais pour moi, il y a des tas de gens qui ne sont pas malades, qui ont la foi, et ça les aide justement à trouver un but, un sens à leur vie. Et pour moi, ça contribue au parcours de rétablissement. En tout cas, ça m'a permis de contribuer. Et j'estime que toute spiritualité qui a un message de paix, d'amour, de respect de soi-même, que ce soit de sa santé physique, mentale et des autres, et qui est gratuit bien sûr, donc pas des dérives sectaires, et ben on peut être proche de la nature, peu importe, mais juste des choses, dire oui, ça nous dépasse, on n'a pas tout prouvé et ça marche, et si ça marche, et ben pourquoi pas. Et puis même si les effets placebo marchent pour une raison ou une autre, si ça marche, ça marche. Moi je suis convaincu que l'esprit peut faire des miracles. Vol au-dessus d'un nid de cigogne, un trouble bipolaire s'est invité dans ma vie. Donc c'est le livre que vous avez écrit et qu'on invite l'ensemble de nos auditeurs à lire pour bien comprendre ce que c'est de vivre avec un trouble bipolaire et comment on s'en sort, si j'ai bien compris. Et juste, vous le trouverez donc sur un grand magasin en ligne. Il n'est pas disponible en ligne. On peut dire le nom du magasin. Amazon.fr. Et ben voilà, Amazon.fr. Pour une fois que moi je vais inviter les gens à aller sur Amazon, faisons-le. Il y a une chose à acheter sur Amazon, c'est le livre Vol au-dessus d'un nid de cigogne, un trouble bipolaire. C'est invité dans ma vie. Docteur Masson, je vous ai vu réagir quand on parlait tout à l'heure de la façon dont on pose le diagnostic, de la façon dont on annonce le diagnostic. Oui, tout à fait. Il y a des points très intéressants sur les deux témoignages. Déjà, effectivement, sauf faire dans le trouble psychique, c'est pas forcément avoir une altération du jugement. Je crois qu'on voit chez nos deux invités qu'ils prennent leur vie en main, que ce n'est pas qu'une question de plus avoir de symptômes ou pas, c'est aussi se réapproprier littéralement sa vie et d'en donner un sens, parce que je le disais tout à l'heure, et là je trouve que c'est très 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 bien illustré. Par rapport à la question du trouble bipolaire, je vous ferai pas l'affront de revenir dessus, c'est très bien expliqué, vous l'expliquez beaucoup mieux que moi, donc félicitations. Même sur des thèmes techniques, effectivement, vous soulignez très très bien, qui peut être facilement galvaudé. Là, c'est pas du tout le cas, donc bravo pour ça. Et bravo aussi pour l'aspect aussi où vous soulignez de l'importance de bien
identifier ce dont on souffre, ce qui permet de donner aussi un sens à ce qui se passe, de pouvoir aussi, en tant que soignant, proposer les soins les plus adaptés, toujours à personnaliser. Et puis, l'aspect aussi que vous dites de manière importante, c'est la question de l'annonce diagnostique qui est un moment particulier à préparer, qui s'accompagne aussi. C'est pas que donner un nom, c'est aussi amener les éléments autour d'explications. On parle de psychoéducation dans notre jargon, c'est-à-dire de donner de l'information sur ce qu'est une maladie, comment on la décrit et comment on l'accompagne, et qu'est-ce que les actions peuvent être mises en place derrière, quelles sont les ressources que les gens peuvent s'approprier. Et nos deux exemples le montrent bien. Oui, on a bien senti quand Sébastien Breton ou Julien Naoum nous parlent du moment où le diagnostic est posé, on a entendu le mot coup de tonnerre, séisme, etc. C'est des mots qui sont forts quand même, qui en disent long sur ce que ça fait de savoir qu'on souffre d'un moment donné d'un trouble psychique. Exactement, parce que au-delà de la question de l'âge à quel ça arrive, parce qu'il faut savoir que la majorité des troubles psychiques commencent adolescence, début de l'âge adulte, donc un moment où les gens prennent leur envol. Donc pour beaucoup, c'est un séisme. On parlait de séisme, ça parlait de crash, d'un moment où ils vont être interrompus dans leur parcours. Donc il faut pouvoir le reprendre, le parcours, ce qui n'est pas du tout évident. Et puis il y a la question aussi de la stigmatisation, on en a parlé un petit peu, mais il faut encaisser quand même sur un trouble psychique. Ça fait aussi interroger leur propre représentation qu'on a en termes de dangerosité, en termes d'incurabilité, en termes aussi de rejet. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête et surtout d'en parler, dans le sens que c'est des freins à l'espoir, on appelle ça l'autostigmatisation dans le jargon psychiatrique, et ça touche quand même 1 personne sur 3 atteint un trouble psychique. Et c'est nécessaire d'en parler et aussi de réaliser des actions d'information pour aussi essayer en tout cas de diminuer les représentations négatives qui sont liées aux troubles psychiques. Le fait d'en parler, ça peut aider à aller lutter contre l'autostigmatisation. Je pense à ça, je voyais un atelier tout à l'heure qui alors je crois que c'était ce matin, oui, ça reprend à 15h30 avec Au Bon Entendeur par exemple, où on parle de ce phénomène d'autostigmatisation. Dans votre vie, je me tourne vers vous, Sébastien. Je vais rebondir, mais c'est génial ce qu'il présente là au niveau des entendeurs de voix, c'est pouvoir dire « j'entends » des voix. Rien que pouvoir le dire, c'est énorme. Dire qu'on a des hallucinations, c'est prendre le risque d'être traité de fou, de dire d'aller à l'hôpital, qu'il faut que tu ailles voir un médecin, qu'il faut que tu ailles prendre des médicaments. C'est une démarche super compliquée. Vous deux, nos témoins, vous avez l'impression, vous avez ressenti ce moment où vous vous auto-stigmatisiez, ce moment où c'est vous-même qui mettiez des stigmates sur vos troubles ? Déjà, si je peux dire, c'est que la société actuelle nous pousse pas trop à nous prononcer sur ce terrain-là. Vous dites pas à votre employeur, c'est mon cas, je suis salarié, moi là je suis absent, je suis à l'hôpital psychiatrique, quoi. Si vous avez une angine, vous dites j'ai une angine. D'ailleurs, on dit j'ai une angine, on dit pas je suis une angine pour rebondir, dire je suis bipolaire. Et puis la stigmatisation, elle existe bien dans la société. D'où l'intérêt d'en parler. Malheureusement, oui, elle existe bien. C'est vrai que moi, je suis en situation de handicap et moi, mon employeur qui est l'administration, il n'y a que le médecin qui est au courant que je suis atteint de troubles psychiques. Mon chef n'est pas au courant, même s'il a essayé de savoir. C'est pas qu'il y a un manque de confiance, mais on sait que des fois, on écoute autour de soi qu'est-ce qui se passe, on les entend parler de handicap. Des fois, ça fait peur. Donc, on ne va pas forcément se dévoiler. On ne va pas dire je suis atteint de troubles psychiques parce que tout de suite, il va y avoir de la stigmatisation. Et on mélange tout parce que psychique, c'est bipolaire, schizophrénie, il y a dépression, il y a aussi les burn-out. Et tout le monde mélange tout. Et c'est vrai que la société actuelle a un peu de mal sur les troubles psychiques, mais depuis la Covid-19, j'ai l'impression quand même que ça commence à bouger et on commence à se dévoiler et on commence à en parler. Et lorsque moi je parle de rétablissement et quand je parle de ce qui m'est arrivé, je donne plus ou moins des liens et je commence seulement à en parler librement que je suis atteint de troubles psychiques. On va devoir mettre un terme à cet échange. Malheureusement, ça passe très 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 vite. On est même déjà 1 minute en retard. Et là, du coup, je vais me tourner vers notre dernier invité, Charles Nécole. Vous êtes donc directeur général de Route Nouvelle-Alsace, administrateur du CREPSI Grand Est et président de la coordination Santé Mentale France Grand Est. Et je crois que le mot de la fin vous revient. Mais alors, il va falloir faire très vite parce qu'on a plus que 3 minutes avant de rendre l'antenne.
Et j'en suis désolé. Alors merci de me donner la parole. Et si c'est le mot de la fin, je peux déjà dire que c'est un succès, cette opération-là. Et j'ajoute même, déjà hier soir, c'était un succès parce que ça fait 1 an qu'on travaille avec à peu près 20 associations et 30 porteurs de projets et que ça a créé un énorme dynamisme. Et que ce dynamisme-là, il est aussi dû au fait que c'est un échange entre des professionnels, des associations et des citoyens et des personnes concernées. Et donc ça, c'est du rétablissement. Donc on a déjà vécu une année d'expériences orientées rétablissement qui sont un succès. Là, on est à la moitié de la journée et c'est également un succès. Il y a du monde, il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui sont concernés par des revenus très limités. On n'a pas parlé du seuil de pauvreté, mais les personnes en sont touchées. C'est difficile d'aller assez loin. Donc il y a eu beaucoup de dynamisme, beaucoup de partage, de coopération pour qu'on fasse du blablacar, si je puis dire, puisqu'on a le droit de dire les marques. Oui, bien sûr. Vous avez raison, allons-y. On a fait notre blablacar à nous. Et bref, c'est beau de voir qu'il y a autant de monde et surtout de voir la composition des personnes. Voilà. Et comme je le disais, aujourd'hui, les experts, c'est pas Dr Chauffardet, Dr Masson, excusez-moi, c'est les personnes elles-mêmes et on le voit, elles ont un témoignage qui est exceptionnel. Donc, je fais vite, grand succès, merci à tous. Et puis voilà, et que ça continue. Et que ça continue, c'est ça. Je crois que le mot de la fin, on pourrait le dire, et que ça continue, et qu'on puisse encore beaucoup témoigner. Moi, je reviens vraiment sur cette notion de stigmatisation par la société. Eh bien, on espère que ces journées-là permettent aussi, à un moment donné, de montrer à la société qu'il n'y a pas à stigmatiser les troubles et les troubles psychiques, parce qu'on est tous concernés. Encore une fois, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que sur RCN, on fait des émissions régulièrement pour le rappeler. Ça nous concerne tous. On a entendu des chiffres. Voilà, donc c'était très bien. On est très heureux d'être venu ici aujourd'hui participer de cette journée. Basile, un dernier petit mot rapide parce qu'on doit déjà se dire au revoir. Pour conclure, on se retrouve du coup le mardi 31 janvier de 10h à 11h pour l'émission Full Santé Mentale, une émission de rentrée sur la santé mentale en général, avec des nouveaux invités et porteurs de projets. On est très heureux sur RCN de poursuivre cette aventure avec tous nos partenaires, Espoir 54, Crepsi, Bipolaire si tu savais, CTPS, PTSM, Projet territorial de santé mentale. C'est toujours compliqué dès qu'il y a plein d'acronymes, mais on est très heureux de pouvoir poursuivre cette aventure. Merci à toutes et tous d'être venus nous voir ce jour dans cette émission. Voilà, on refait un petit tour de table. Merci Docteur Chauffardet, je vais y arriver. Merci beaucoup Julien Naoum, merci Sébastien Breton, merci Docteur Masson et enfin merci Charles Nécole et puis merci également à Jean-Philippe Carvois qui était tout à l'heure avec nous dans l'émission. Belle journée à tous sur RCN et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.